En août 2016, un étudiant universitaire de 19 ans nommé Austin est sorti dîner avec son père et sa belle-mère et, sans raison apparente, il a commencé à délirer. Il a quitté le restaurant après s'être disputé avec son père, est arrivé chez sa mère encore bouleversé, puis il est reparti à pied en enlevant ses propres vêtements dans la rue. Jusqu'à ce que, lorsqu'il est arrivé chez un couple de retraités, il les a attaqués brutalement et la police l'a trouvé sur la scène du crime. C'était plus choquant que beaucoup de films d'horreur, et je n'exagère pas. Ils ont trouvé ce jeune homme en train de grogner et de mâcher le P-du-R de l'une de ses victimes. Le parquet a d'abord considéré cette affaire comme un meurtrier ayant agi de sang-froid, mais la défense a plaidé la folie. Ils ont soutenu qu'Austin avait subi une crise psychotique si grave que l'accusé n'était pas capable de distinguer le bien du mal. Alors que la famille des victimes réclamait justice, des experts tentèrent de percer l'esprit de l'agresseur. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire concernant un crime terrible, c'est aussi la présentation des détails d'une analyse approfondie sur la fine ligne qui sépare la méchanceté de la maladie mentale, et ce qui peut, dans ce cas, être considéré comme la justice. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'une des affaires les plus étranges que j'ai présentées sur la chaîne. Austin Harrouff, l'aspirant culturiste, qui est devenu plus connu sous le nom de cannibale de Floride, au cannibale. Le 15 août 2016, un homme nommé Jeff a entendu des cris désespérés venant de la maison de son voisin. En arrivant sur les lieux, il est tombé sur les corps des propriétaires, John et Michelle, éventrés au sol. Et un garçon qui semblait avoir moins de 20 ans grognant et mâchant un morceau de la peau du visage de l'un d'eux. Ce jeune homme s'appelait Austin Harrouff. Austin Harrouff est né le 21 décembre 1996 et a grandi dans la ville de Jupiter en Floride avec une sœur cadette nommée Hailey. Ses parents, Wade et Mina, étaient divorcés. À cause de cela, Austin vivait entre les deux maisons et entretenait une relation affectueuse avec ses deux parents, acceptant même bien leur nouvelle relation. Dès son plus jeune âge, il était décrit comme un jeune homme poli, sportif, qui jouait au football américain et qui se retrouvait rarement dans des ennuis. Il avait un grand cercle d'amis et une petite amie appelée Kate. À partir de 16 ans. Dans le but d'améliorer son corps et d'avoir une silhouette plus définie, le jeune homme a commencé à s'entraîner à la musculation et à la lutte, participant même à quelques compétitions. Devenant physiquement de plus en plus fort et athlétique, il a commencé à s'entraîner pour devenir culturiste. Il est même allé jusqu'à créer une chaîne YouTube, donnant de nombreux conseils sur la discipline et sur la façon d'avoir un corps sain. Et de temps en temps, il publiait aussi des vidéos plus décontractées, comme lorsqu'il chantait ses chansons préférées. Austin a commencé des études de biologie à l'université, mais il disait toujours que son rêve était de devenir médecin. Bien qu'il menait un style de vie sain, en prenant soin de sa santé, en faisant de l'exercice physique et en mangeant bien, c'est à cette même période universitaire qu'il a eu son premier contact avec certaines maladies. Des drogues récréatives comme le cannabis, le LSD et les champignons hallucinogènes, utilisant ces stupéfiants principalement lors de rencontres avec des amis. Et il n'a pas fallu longtemps pour que des choses étranges commencent à se produire. Entre paranoïa, hallucinations et comportements erratiques, Austin disait voir des créatures démoniaques, entendre la voix de Jésus-Christ, que du fait d'être du signe du Sagittaire, la moitié de son corps n'était pas humain, qu'il avait des pouvoirs et qu'il pouvait déplacer certaines quantités d'eau simplement en bougeant ses mains. Sa petite amie Katie a également déclaré que parfois, lorsqu'il se réveillait, il disait avoir des hallucinations. Il voyait des inconnus autour du lit et entendait des voix dans sa tête. Austin n'était pas comme ça. 24 heures sur 24, ces épisodes se produisaient de temps en temps, mais quand ils commençaient, c'était intense. Mais à cause de ces hallucinations qu'il disait avoir de temps en temps, il en est arrivé au point de dire qu'il ne savait plus ce qui était une hallucination ou non. Et à cause de cela, il a commencé à porter un couteau de chasse à la ceinture, juste pour se protéger. Tout était un ensemble d'informations confuses, mais qui montraient clairement qu'il n'allait pas bien. Dans des messages entre lui et sa petite amie.
Parfois, il disait que, malgré tout, il se sentait très bien, mais à d'autres moments, il reconnaissait que non. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Sincèrement, je n'ai jamais été aussi heureux, et c'est génial. Je crois en moi, et je ne me soucie pas de ce qui pourrait m'arriver de mauvais. Je crois que je suis vraiment fou, j'arrive à peine à dormir. Je sais que c'est difficile à comprendre, et c'est encore plus difficile pour moi de réaliser ce que je fais, mais je suis littéralement en train de rendre l'impossible possible. Je ne pense pas devenir fou. Je suis simplement en train d'évoluer, de devenir plus intelligent, de penser que je suis digne, et que je peux aider les autres avec la douleur qu'ils ressentent. C'est tout ce que je veux, ta putain de plaisanterie, mon amour. Au début du mois d'août 2016, alors que ces épisodes devenaient de plus en plus récurrents, ses parents ont décidé qu'il, alors âgé de 19 ans, devrait consulter un psychiatre et ils ont réussi à prendre un rendez-vous pour la fin de ce même mois, mais cette consultation n'a jamais eu lieu. Le 15 août, Austin dînait avec son père et sa belle-mère dans un restaurant. Lorsqu'il a commencé à se montrer impatient, il bougeait les jambes comme s'il était nerveux, transpirait à froid, se rongeait les ongles. Et lorsque son père lui a demandé si tout allait bien, il a répondu qu'il avait des frissons, car la moitié de son corps était en train de se transformer en loup. Remarquant l'angoisse de son fils, Wade a eu l'idée de lui offrir une boisson, pensant que l'alcool l'aiderait à se détendre. Sauf qu'Austin a refusé et s'est même disputé avec son père, devant tout le monde présent. Il est parti du restaurant en disant qu'il allait chez sa mère, qui d'ailleurs habitait tout près, et alors Wade a prévenu son ex-femme. Une fois à la maison et agissant de façon complètement incohérente, Austin a surpris sa mère en essayant de boire une bouteille d'huile végétale. Mina a réussi à l'en empêcher, elle a réussi à le convaincre de monter dans sa voiture et, effrayée, elle l'a ramené au restaurant pour demander de l'aide à son ex-mari. Mais cela n'a fait qu'engendrer une nouvelle dispute entre les membres de la famille. Et une fois de plus, Austin a quitté les lieux, mais cette fois, il a erré dans les rues, sans but précis. Inquiète, Mina a essayé de l'appeler, mais personne ne répondait. De retour chez elle, elle a découvert que le téléphone de son fils était resté à la maison en essayant de l'appeler. Elle a alors appelé la police et a signalé l'état de son fils, disant qu'il agissait de façon étrange et avait des hallucinations, qu'il avait erré sans but dans les rues, semblant être un danger pour lui-même. La police commence à chercher le jeune homme dans les environs, mais personne ne faisait cela. Où le garçon était-il allé ? Cependant, aujourd'hui, nous savons exactement où il est allé et ce qu'il a fait. Peu après, complètement perturbé, avançant à pas rapide et arrachant ses vêtements sur le chemin, Austin a parcouru plus de 4 km à l'intérieur du quartier Tequesta. Il croyait ne pas être seul, affirmait entendre des voix et voyait la silhouette étrange d'un faucheur le poursuivre pendant sa marche sans but. Il s'est arrêté devant la maison d'un couple de retraités, puis il a décidé d'entrer dans la propriété, de poignarder et de cannibaliser les deux résidents. Déchirant leur corps avec ses mains et arrachant des parties du visage de l'un d'eux avec ses dents, Austin a fini par créer l'une des pires scènes de crime jamais enregistrées par la police locale. Ce jour-là, le 15 août, le couple de retraités, John Joseph Stevens, un ancien paysagiste de 59 ans, et sa femme, Michelle Karen Stevens, âgée de 53 ans, mariée depuis 19 ans, ont décidé de s'asseoir dans le garage de leur maison. La pièce était en réalité un salon improvisé qui, une fois ouverte, offrait une vue panoramique sur la rue. Lors des journées d'été fraîches comme celle-ci, ils avaient l'habitude de rester là, de regarder la télévision, de discuter et d'observer l'agitation du quartier. Vers 20h, le couple a été surpris par Austin, vêtu seulement d'une chemise et d'un sous-vêtement, qui est arrivé en les agressant immédiatement, avec des coups de poing et des coups de couteau, sans leur laisser une seconde pour comprendre ce qui se passait. Sans pitié, Austin a frappé et poignardé les deux. Il n'y a pas eu de temps pour réagir, il ne faisait en tout cas que crier à l'aide le jour des voisins. Il a entendu les appels à l'aide et s'est rendu sur place lorsqu'il a essayé d'intervenir. Il a également été grièvement blessé, étant coupé par le couteau à un de ses bras, au dos et au cou. Il n'a pas été touché davantage car il a réussi à s'enfuir, à rentrer chez lui et à appeler la police.
Après quelques minutes, la police est arrivée et s'est retrouvée face à une scène encore plus choquante que de simples corps sans vie. Austin avait littéralement déchiré les corps du couple à travers les ouvertures des blessures causées par les coups de couteau. Il était accroupi sur le corps de John et mâchait un morceau de son visage. Même lorsque les policiers ont immédiatement utilisé un taser, la force physique et même un chien policier pour essayer de le maîtriser, ce n'était pas une tâche facile. Austin était complètement hors de lui, il s'est mis à crier des phrases incohérentes et montrait une force surhumaine. Ce n'est qu'après de gros efforts qu'il a été immobilisé et emmené à l'hôpital dans un état grave. Le couple Jean et Michel sont décédés sur place. Le voisin Jeff a survécu, mais il a dû subir quelques microchirurgies et recevoir de nombreux points de suture sur tout le corps. À l'hôpital, Austin était encore violent et a dû être sédaté, bien qu'il soit l'auteur de ce crime si barbare. Il présentait également de graves marques de blessures, aussi bien externes qu'internes, parce qu'il avait une partie de l'œsophage et de l'estomac rongés après avoir ingéré de l'eau de Javel qu'il avait trouvée dans le garage du couple. Ce que beaucoup d'entre vous doivent penser en ce moment, tout comme je l'ai imaginé jusqu'à ce stade des faits, c'est que tout cela pourrait être causé par une drogue synthétique ou hallucinogène qu'il aurait pu consommer quelques heures ou même quelques minutes avant le crime. Et c'était aussi le soupçon de nombreux médecins à l'hôpital. Cependant, les examens toxicologiques n'ont trouvé aucune substance similaire, seulement de faibles niveaux de cannabis, ce qui ne pouvait pas être considéré comme une substance suffisamment forte pour provoquer une réaction de ce genre. Certaines drogues, à elles seules, peuvent ne pas provoquer ces effets, mais elles peuvent aggraver une condition psychologique que l'utilisateur a déjà, surtout s'il n'est pas en traitement. Pendant toute la période où Austin était hospitalisé, il y avait au moins un policier devant la porte de sa chambre. Il a reçu les soins nécessaires et, après quelques jours, lorsqu'il a été libéré, il a été directement transféré dans une prison de la région. Quelques enregistrements de conversations entre lui et ses parents pendant cette période d'incarcération ont été rendus publics, dans lesquels Austin apparaissait épuisé et recevait le soutien de sa famille. Il fait quelques demandes de choses, comme des magazines et du matériel de dessin pour passer le temps, en plus de demander s'ils avaient déjà trouvé un psychiatre pour lui. C'est lors d'une interview pour le Dr Phil, quelques semaines après avoir commis le crime, qu'Austin a déclaré qu'il se sentait coupable de tout. Et il a révélé des détails impressionnants sur ce qui s'est passé cette nuit-là, en parlant de cette fameuse figure qui le tourmentait. Wade, son père, a également accordé une interview à la même émission. Il était très bouleversé, il a décrit comment il a réagi lorsqu'il a tout appris et il a même présenté de nombreuses excuses à tous les membres de la famille et aux amis des victimes. Toujours à la fin de 2016, Austin a été inculpé de double homicide, qualifié et d'une tentative d'homicide. Mais en raison de ses conditions psychologiques, qui nécessiteraient des rapports techniques essentiels, cela pourrait avoir un impact direct sur le jugement, allant même jusqu'à faire en sorte que la peine de mort ne soit pas appliquée. Les audiences ont été fixées prenant pour commencer seulement 4 ans plus tard, en 2020. Pendant ces 4 ans, le ministère public et la défense ont collecté des preuves. Des évaluations psychologiques ont été menées par les deux parties et les résultats ont été surprenants. En fait, le résultat, puisque le docteur Philippe Riznik et le docteur Grégory Landrum ont tous deux rendu le même avis. Les médecins avaient évalué le jeune homme pendant environ 12 heures chacun, séparément, et lors de consultations fractionnées. Le docteur Philippe est allé plus loin et a mené des entretiens avec des connaissances, a analysé les archives de certains de ses dessins et des notes qu'il prenait comme des journaux dans certains de ses cahiers. À la fin, Austin a été diagnostiqué avec plusieurs troubles, tels que le trouble bipolaire, un début de schizophrénie et une folie clinique active. Il a également été déterminé qu'il était en état de crise psychotique au moment du crime et il a fini par être classé comme maniaque. En raison de la pandémie, le procès qui était initialement prévu pour 2020 a de nouveau été reporté, cette fois à 2022.
Il a commencé le 22 novembre et ne s'est terminé que 6 jours plus tard, le 28. Avec un accord conclu entre la défense et le ministère public et accepté par le juge, Austin a été déclaré irresponsable pénalement et envoyé dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Cette décision a divisé les opinions. Les proches des victimes ont exprimé leur révolte face au verdict, affirmant qu'Austin avait échappé à la justice et qu'il était un meurtrier froid et calculateur, allant jusqu'à tenir ses parents pour responsables. En revanche, des spécialistes, des défenseurs de la santé mentale et le tribunal lui-même ont soutenu que le système avait agi correctement. Car ils étaient confrontés à un cas d'aliénation mentale, attesté par des rapports émis aussi bien par la défense que par le ministère public. Cette affaire nous oblige à affronter une vérité quelque peu inconfortable. Austin devait être tenu responsable de ses actes, mais il est aussi victime de son propre esprit. Alors comment la loi peut-elle agir ici, d'une manière qui soit considérée comme juste pour tous, lorsque le coupable est aussi victime d'une maladie mentale grave, non diagnostiquée auparavant et donc non traitée? La punition civile traditionnelle est-elle vraiment suffisante et valable? Le résultat est une impasse tragique, sans soulagement pour aucune partie. Dans des tragédies comme celle-ci, il n'y a souvent pas de vainqueur, seulement différents niveaux de perte. Et une leçon douloureuse sur ce qui peut arriver lorsqu'une santé mentale détériorée est négligée. C'est l'un des rares cas où la défense pour cause d'aliénation mentale a été acceptée dans un crime aussi violent. Et il continue d'être discuté dans les universités, les programmes de justice pénale et les débats sur la santé publique. Aujourd'hui, Austin reste interné dans un hôpital psychiatrique, sous évaluation médicale constante et sans date de sortie prévue.